Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, il y a un épisode un peu spécial puisque Johan n'est pas là et c'est donc un contributeur No Limite Sécu de longue date, Jean-Philippe Gaulier, qui va faire l'animation. D'autre part, un code sera distribué au cours de cet épisode et il vous permettra de gagner une place gratuite pour l'événement Auvergnac, conférence et CTF qui se tiendra à Clermont-Ferrand le 5 avril prochain. Donc restez bien à l'écoute, nous allons vous donner un indice pendant l'épisode. Voilà, Jean-Philippe, c'est à toi. Bonjour Valériou et Judicaël, bienvenue à No Limite Sécu. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bonjour tout le monde, je suis Valériou, le CEO de la société Strategic Zone à Paris en Île-de-France, plus exactement à Gennevilliers. On fournit des services informatiques principalement pour les studios d'animation, VFX, l'industrie audiovisuelle. En grande partie, donc 80% de notre business, c'est l'industrie audiovisuelle. Bonjour, donc Judicaël Blanc, merci pour l'invitation. Je suis dirigeant de la société Alpha X Data que j'ai créée il y a à peu près 4 ans maintenant, bientôt. Et je fais de l'audit principalement ISO 27001, audit interne, audit externe, conseil, accompagnement, formation. Je suis aussi prestataire pour des organismes de certification et je suis aussi évaluateur TPN. Alors aujourd'hui, pour vous accompagner dans ce podcast, nous avons Nicolas Ruff. Bonjour. Paul Amar. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Et moi-même, Jean-Philippe Gaulier. Aujourd'hui, on parle de la certification TPN, une certification cyber dans le domaine du cinéma. Mais alors, Judicaël, Valériou, c'est quoi ce TPN ? C'est Valériou, donc pour le TPN, je vais partir un petit peu beaucoup plus loin que le TPN. Je pense que tout est parti avec le MPA, Motion Picture Association, qui a été créé en 1922. Donc anciennement ça s'appelait MPAA, Motion Picture Association of America, qui représentait 6 grands studios américains, et donc cette organisation devait protéger et encadrer l'industrie audiovisuelle. Et par la suite ils ont ressenti le besoin de créer un standard pour mettre en place différents protocoles de sécurité pour protéger contre le piratage, contre le vol de propriété intellectuelle, etc. Et donc, les best practices de MPA ont été créées dans les années 2000. Donc, initialement, ça s'appelait MPA Content Security Model. Par la suite, donc, ils sont assez dynamiques, ils vont les améliorer très rapidement, en dépendance de l'avancement technologique, en dépendance des besoins, en dépendance des différents problèmes qui peuvent apparaître. Et par la suite, ils ont créé une structure qu'ils ont appelée TPN, Trusted Partner Networks, qui est censée certifier, je ne sais pas si on peut appeler ça une certification, mais c'est plutôt une évaluation qui est reconnue dans l'industrie. Et donc, du coup, ça évite multi-certification, multi-évaluation, multi-vérification pour tout un tas de normes, de certificats. Et donc, le TPN, il est censé de regrouper toutes ces certifications et donner une seule et unique vérité de toutes les certifications, de toutes les mesures de sécurité qui peuvent être implémentées dans un studio, par exemple. Judicaël, est-ce que le TPN, c'est l'ISO 27001 du système d'information ? Alors justement, effectivement, cet aspect TPN, c'est vraiment un label. Voilà, faut vraiment voir ça comme un label. Il y a un aspect 27001, pourquoi ? Parce qu'en fait, dans le process d'évaluation, on en parlera plus tard, tout ce qui est évaluation de site, évaluation cloud, etc. Il y a en fait, le principe de TPN, c'est de mettre en place des best practices, d'accord, les meilleures pratiques. Et ils sont inspirés de, effectivement, ce qu'on connaît déjà avec ISO 27001, avec tout ce qui est SOC 2, etc. Et c'est d'ailleurs un des éléments dans le process de l'obtention du label TPN, que ce soit le Blue Shield ou le Gold Shield, dont on parlera plus en détail tout à l'heure, je pense. C'est que l'entité va pouvoir uploader ces éléments de preuve
si jamais ils sont certifiés déjà 27001. Et donc pour répondre à votre question, oui, il y a un côté un peu sécurité de l'information effectivement dans le monde de l'audiovisuel américain. Mais c'est plutôt orienté processus comme la 27001 ou plutôt orienté directement des mesures de sécurité précises que on doit avoir mis en œuvre pour être TPN? Et effectivement, il y a plusieurs éléments communs, à la fois processus et à la fois éléments techniques. Je m'explique, si on prend juste cet aspect de sécurité physique, par exemple, qui va être applicable dans un cadre d'évaluation TPN, on va avoir, par exemple, le contrôle d'accès pour les personnes, etc. Et on va avoir aussi, par exemple, les éléments d'hydrométrie et de contrôle de la température dans les salles serveurs, par exemple. Avec le monitoring, avec ces éléments de sécurité, comment on s'assure que c'est efficace, etc. Est-ce que la spec est publique? Parce que si moi, par exemple, qui ne suis pas adhérent, qui ne fait aucune formation ou quoi que ce soit, est-ce que je peux télécharger un PDF sur Internet et voir un petit peu les contrôles de sécurité qui sont exigés? Bien sûr, oui, c'est tout à fait. C'est disponible directement sur la partie sur le site web de TPN, hein, de Trusted Partner Network, pardon. Et donc il y a les éléments qui vous permettent, d'avoir les best practices. À l'heure actuelle, on est dans le mode 5.3, hein, donc c'est régulièrement mis à jour. Ils ont inclus, et Valeriu, je pense, pourra appuyer plus sur le sujet, mais l'aspect intelligence artificielle et zéro trust, qui n'était pas considéré plus que ça il y a quelque temps encore. Et en fait, oui, il y a tout un listing de toute la checklist en fait, hein, des best practices qui sont disponibles. Et puis il y a aussi toute la partie comment choisir son évaluateur, sur quel type. Comme je vous le disais, il y a la partie site, il y a la partie cloud, il y a plusieurs éléments comme ça, et ouais, tout est disponible. Et à partir de quand une entreprise, un studio, par exemple, doit se conformer et avoir ce tampon TPN? Alors là-dessus, je vais être très clair, c'est tout simplement des content owners. Valeriu pourra aussi appuyer dessus. Tout ce qui est propriétaire de contenu, donc pour en citer au minimum 3, on va dire Warner, Bros, Disney ou Sony par exemple, ils vont exiger de pouvoir travailler avec des entités qui sont qui répondent à ce label TPN, pour pouvoir justement leur donner du contenu pour, par exemple, des studios de doublage ou de la création studio d'animation, etc. Donc c'est vraiment sur la volonté d'une entité de pouvoir continuer de travailler avec des entités qui ont du contenu et qui sont propriétaires de contenu, et c'est, comme je vous dis, c'est très spécifique américain, hein. Donc voilà, c'est selon la volonté des studios de vouloir travailler. Il n'y a pas d'obligation, si vous voulez. Donc c'est un laissez-passer, et ce laissez-passer, j'imagine, il faut travailler pour l'obtenir, un peu comme on aurait une certification ISO 27001, on l'a dit tout à l'heure. Valeriu, toi tu es implémenteur, tu accompagnes des sociétés pour construire ces certifications. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce parcours et éventuellement compléter ce que Judikael a dit juste avant? Oui, justement, je voulais compléter parce que moi je vois un petit peu de quoi ça démarre l'implémentation d'un TPN, et donc de mon point de vue, il y a trois points de départ. Donc le premier point, c'est celui que Judikael avait dit, c'est à la demande de studios, de clients. Warner Bros, Disney, Sony, eux ils veulent travailler avec un studio en particulier, ils vont dire vous êtes TPN ou vous n'êtes pas TPN. Et donc ça, c'est le premier point de départ. Il faut savoir que chacun d'entre ces studios-là, ils ont un questionnaire de sécurité qui est plus light que le TPN. Si par exemple, ils veulent fabriquer un contenu qui ne demande pas un TPN, ou ça met beaucoup trop longtemps à le mettre en place, ils vont bypasser, c'est pas qu'ils vont bypasser TPN, mais ils vont plutôt utiliser une version plus light de TPN, ce qui s'appelle un questionnaire interne de sécurité. Actuellement, on est en train d'accompagner un client sur un questionnaire Disney, donc qui est quelque chose de plus light. Si vous n'avez pas TPN et vous n'avez pas les moyens, ou vous pouvez pas y aller tout de suite, ou nous n'avons pas le temps de vous attendre, on va partir sur un questionnaire light interne. Paramount, ils en ont un, Apple TV, Netflix, Fox, on a accompagné sur tous ces différents questionnaires. Mais si vous avez TPN, attention, que Gold, alors leur questionnaire interne reste en dessous. Donc ça, c'est le premier point de départ.
Le deuxième point de départ que je vois suivant, c'est je veux devenir TPN pour que les clients me voient sur le site de TPN, qui me donne de travail, qui puissent travailler avec moi. Ça, c'est le client qui va soit financer, on va peut-être en parler un petit peu sur les différents budgets et les différents moyens de financer l'implémentation, parce qu'il y a aussi différentes possibilités de trouver de l'argent pour l'implémentation. Mais ils veulent l'implémenter pour être vus, pour qu'on leur fasse confiance. Et le troisième point qui est plus rare, et c'est plus applicable à des gros studios et des grosses structures, c'est je veux mettre en place une norme de sécurité pour sécuriser mon studio, pour sécuriser ma société de manière générale. Donc du coup, personne m'a demandé, je sais que c'est lourd, je sais que c'est compliqué, mais je ne vais pas mettre de ISO, je vais mettre TPN, je serai déjà TPN, mais je vais mettre de l'ordre dans mon infrastructure. Alors pour évacuer l'éléphant qui est dans la pièce, du coup ça coûte combien de devenir TPN? Et tu as dit il faut du gold, pas du blue, donc on reviendra peut-être après dessus. Ça coûte combien de s'accompagner? Et puis peut-être Judicael, tu pourras nous donner ou pas des échelles de combien ça coûte de se faire évaluer. Pour implémenter un TPN, tout dépend de la taille de l'infrastructure. Ça dépend vraiment de qu'est-ce qu'on doit implémenter. Le plus cher qui va coûter, c'est le service en lui-même. Très souvent, déjà, je vais vous expliquer tout à l'heure quels sont les processus et comment ça démarre une implémentation, mais juste pour revenir au coût d'implémentation, ça peut aller de 20 000 à 50 000, voire 100 000, voire 120 000. Ça, c'est que la partie implémentation. Quel pouvait être l'intérêt de la Motion Picture Association de faire son propre système, donc TTPN, si c'était pas pour avoir quelque chose qui était facilement abordable sur des petites sociétés de post-production, d'effets spéciaux, de studios, de je ne sais quoi, à quelque chose qui était facilement abordable pour eux. Parce que moi, j'imaginais que s'ils avaient développé un truc propriétaire spécifique, c'était parce que les choses classiques, type ISO 27001, c'était beaucoup trop compliqué pour ces toutes petites entités qui n'ont pas nécessairement d'informaticiens. Là, les chiffres que tu donnes, ça me semble quand même élevé. Alors, je vais appuyer ce que dit Valériu sur 2 points. Principalement, effectivement, la taille de l'entreprise. Il faut savoir qu'il y a tout ce qui est déplacement. Il y a des studios ou des boîtes dans l'audiovisuel qui ont plusieurs branches, ce sont quasiment des multinationales. Donc il y a tout ce qui est déplacement, il y a tout ce qui est prestations à proprement parler, donc d'où le principe de la taille de l'entreprise. Et d'autre part, effectivement, c'est vraiment spécifique américain. Je prends, par exemple, si on doit faire le comparatif avec la ISO 27001, on ne parle pas de screening des collaborateurs. Alors que là, dans TPN, il y a cet aspect de screening, de vérification du background des collaborateurs. Là, tu parles des mesures de sécurité de l'annexe A. Non, rien à voir. Mais dans la 27001, on n'a pas de contrôle à faire par des collaborateurs qui est imposé. Exactement. Et là, on parle, là, c'est la 27001, mais moi, je parle de TPN. Dans TPN, ce sont les best practices, d'accord? Comme je le disais tout à l'heure, ce sont les meilleures pratiques. Maintenant, le champ d'application, et on pourra en parler encore plus en détail si besoin, mais le champ d'application dit qu'en fait, voilà ce qui doit être fait. Mais c'est pas des exigences. C'est si l'entité veut le faire. Cependant, si elle le met pas en place, il faut qu'elle justifie pourquoi. Tout simplement parce que la finalité de TPN, contrairement à ISO, c'est pas d'avoir une certification, c'est d'avoir un livre ouvert pour les content owners, donc les propriétaires de contenu, sur les mesures de sécurité qui sont mises en place par l'organisme en question. C'est pas le fait qu'ils aient passé ou non des exigences. C'est, voilà, Warner Bros, regardez, nous on est une entité de doublage, voilà ce qu'on a mis en place, à vous de choisir si vous nous sélectionnez ou non pour un projet potentiel. C'est pas une certification comme ISO, justement, c'est ça le principe. Donc, juste pour compléter ce qu'a dit Judicael, le TPN et les best practices du DMPA, enfin, le TPN, c'était une entité. Les normes à mettre en place et les différents choses à mettre en place, c'est le MPA Best Practices. Donc ça, c'est un complément qui est un mix entre des règles de SOC 2, NIST, ISO 27001. C'est un complément qui est adapté à l'industrie audiovisuelle. Donc, c'est pas quelque chose qui est à part, c'est pas quelque chose qui est créé pour, c'est quelque chose qui est en plus
pour permettre à un studio d'être secure, d'être bien protégé pour que le contenu ne se retrouve pas volé sur Internet des séries, des blockbusters, etc. En fait, moi, ce à quoi ça me fait penser, c'est plus PCI DSS, en fait, qui est imposé par le consortium Visa Mastercard, où il y a des auditeurs, il y a des règles qui évoluent, et pour le coup, les auditeurs sont aussi personnellement responsables, dans le cas de PCI DSS, en cas de problème. Je crois qu'ils sont du coup, ils prennent des assurances, parce que on se parle de plusieurs millions de responsabilités individuelles. Est-ce que c'est le cas aussi là dans TPN? Est-ce que s'il y a un incident à la fin, qui paye? Si un film est réalisé en torrent 2 jours avant sa sortie en salle, qui va payer? Absolument, j'imagine un peu le sens de la question. Non, il n'y a pas. En fait, les responsabilités des évaluateurs sont limitées dans le sens où, en fait, par rapport au circuit d'obtention de ce fameux Gold Shield, hein, c'est vraiment le Graal pour ces entités qui souhaitent travailler justement avec les propriétaires de contenu, parce qu'ils l'ont clairement annoncé, hein, la BBC l'a annoncé il y a 6 mois de ça, les propriétaires de contenu vont de moins en moins travailler avec les studios par exemple qui ne sont pas TPN. D'où cette augmentation, on va dire, de volonté d'obtenir ce label. Non, en fait, dans le cursus, si je peux dire, l'entité va s'inscrire auprès du programme TPN, il va compléter son profil, il va payer cette fameuse contribution qui est en lien, justement, donc c'est pour ça que c'est important de le rappeler, qui est en lien avec la taille de l'entreprise, la dimension, le nombre de salariés, etc. Vous n'avez pas payé la même chose si vous êtes un tout petit studio ou si vous êtes un très très grand studio international. Et le chiffre d'affaires, si j'ai bon souvenir. Et le chiffre d'affaires, absolument. Et donc, cette idée, après, c'est justement comme disait tout à l'heure Valériou pour la partie complément, vous allez uploader vos différentes certifications, si jamais vous êtes SOC 2, si vous êtes ISO 27001, etc., et ça va vous générer un questionnaire. Et c'est de ce questionnaire, en fait, que là, on va pouvoir... Comme je le disais, il y a le type de site, le type de cloud. Voilà, il y a plusieurs points. On va peut-être pas rentrer autant dans ces détails-là, ça ne sera pas intéressant. Mais c'est à partir de ça, de ce que vous avez déjà uploadé, que vous allez avoir ce questionnaire. Et dès que vous allez avoir rempli ce questionnaire, vous allez être Blue Shield. Vous allez obtenir ce Blue Shield. Le Blue Shield, il va juste pouvoir permettre de dire à vos potentiels partenaires, hein, avec qui vous avez des contrats, regardez, on est dans la démarche d'obtenir ce fameux TPN Gold. Et là après voilà il y a plusieurs phases, hein. Il y a tout ce qui est phase de pré-assessment, la phase d'assessment, et surtout là pour répondre vraiment à la question, la responsabilité c'est pas l'évaluateur qui la rend, c'est pas l'évaluateur qui rend la décision d'obtenir ou non le Gold Shield. Le rapport qui aura été fourni après la période d'évaluation, c'est TPN qui fait vraiment l'assessment du rapport qui a été transmis, et c'est ce rapport-là qui est publié. Mais c'est TPN qui valide. Je voulais juste compléter ce qu'il a dit Judicaël, pour donner une vision claire de qu'est-ce que c'est Blue Shield et Gold Shield. Donc Blue Shield, il est basé sur l'auto-évaluation. Personne ne viendra vous vérifier quoi que ce soit. Vous faites une déclaration auto-évaluation. Je suis comme ça, j'ai ça. Personne ne viendra vous dire quoi que ce soit. Si c'est vrai, si c'est pas vrai, vous avez auto-déclaré et on vous donne le Blue Shield. C'est pour ça qu'on fait pas beaucoup confiance aux studios qui ont un Blue Shield, parce que il est basé sur on ne sait pas qu'est-ce que vous avez comme compétence en interne. Donc, voilà. Le Gold Shield, lui, après une évaluation indépendante, donc c'est là qu'un assesseur rentre en jeu sur un Gold Shield, parce que TPN envoie un assesseur qui va valider tout ce que ça a été dit auparavant par la société ou par le studio en lui-même. Et en plus de ça, derrière, il y a un plan de rémédiation à corriger certaines failles, à corriger certaines choses. Il faut savoir aussi qui est important, c'est que le Blue Shield, il a une validité d'1 an, le Gold Shield a une validité de 2 ans. Et ce qui est important aussi de savoir, que ce soit le Blue Shield ou le Gold Shield, ce n'est pas quelque chose qui est tu l'as ou tu l'as pas. C'est juste un outil de l'aide à la décision. Et si je comprends bien, qui sont les personnes qui vont assesser et potentiellement donner ce Gold Shield? C'est les personnes du réseau TPN
qui vont venir et dire voilà ce que vous avez répondu, vous êtes tout de suite Blue Shield, ou en tout cas vous souhaitez avoir ce label Gold. On va regarder ensemble, vous allez montrer les logs, vous allez montrer les systèmes de SIEM que vous avez, et là-dessus on va valider. C'est comme ça que ça se passe ? Alors c'est un peu différent justement par rapport à l'implémentation. Là on est vraiment sur la partie assessment. Alors faut savoir que les évaluateurs comme moi, on passe au crible. Voilà, clairement. Il y a toute une vérification de l'expérience, des qualifications. Il y a plusieurs paramètres et obligations pour pouvoir prétendre à être un évaluateur validé par TPN. Donc une fois que ça s'est fait, on est dans l'annuaire de TPN, on est dans l'annuaire des évaluateurs selon les différents pays, etc. Et c'est là que le studio, par exemple, je dis une bêtise, un studio de doublage va choisir un évaluateur, il va trouver son évaluateur, il va rentrer en contact avec lui pour justement pouvoir mener cette évaluation. Donc la phase d'implémentation est logiquement déjà faite, déjà lancée, déjà même presque terminée, à peu de choses près. Et à ce moment-là, c'est là que rentre justement en compte cette partie. Déjà, donc non, je le précise, les évaluateurs sont déjà criblés, vérifiés et accrédités par TPN. Voilà, c'est pas parce que quelqu'un est ISO 27001, moi par exemple, je suis senior lead auditor ISO 27001 depuis plusieurs années, ce n'a pas été la condition, ça a participé à mon dossier bien évidemment, mais je pouvais pas me baser juste sur ça pour être évaluateur accrédité par TPN. Et dans le choix du studio pour te prendre ou pour prendre quelqu'un d'autre, vos tarifs sont librement fixés. C'est vous qui proposez, ensuite c'est le studio qui choisit s'il prend tel évaluateur ou tel autre évaluateur, ou est-ce que c'est imposé par le TPN ? C'est tout à fait ça. En fait, TPN, la seule entre guillemets responsabilité qu'il a par rapport aux évaluateurs, c'est notre présence dans l'annuaire. Voilà, il y a la tarification est libre, la base par exemple, sans donner de chiffres, mais la base de l'évaluation, c'est sur 15 jours ouvrés. En tout cas pour une évaluation de site. Donc il y a plusieurs phases dans cette partie de 15 jours ouvrés. Il faut réussir à caler le pré-assessment, c'est-à-dire que ça va être l'étape où avec le client, il va uploader les preuves et moi je vais vérifier qu'il n'y a pas de trou dans ce qui est demandé et s'il n'a pas oublié d'uploader une preuve. Ensuite il y a la deuxième phase qui est vraiment la phase d'assessment et là-dessus c'est là que donc je vais rentrer dans le vif du sujet. C'est-à-dire que j'ai vraiment audité à proprement parler les preuves, la documentation, les process, etc. Et en parallèle, je rajoute cette petite partie-là que je considère en fait comme une troisième étape, mais elle est vraiment inclue dans la partie assessment, la phase d'assessment totale. C'est la visite sur site avec les échanges, les interviews et la rédaction du rapport qui est envoyé. Il faut savoir qu'en fait, TPN exige, ou du moins demande, à avoir un SLA, un niveau qualité de 15 jours ouvrables maximum. Mais la durée de l'audit, elle est calculée comment ? Justement, c'est en fonction. Alors, comme je dis, la phase vraiment TPN assessment, c'est 15 jours ouvrés, c'est décidé comme ça par TPN. Mais même si je suis un tout petit studio de 10 personnes ? Je dis bien 15 jours maximum. C'est par rapport à l'évaluateur. C'est-à-dire que l'audit, par exemple, pour un petit studio de 10 personnes, peut très bien se dérouler en 5 jours ouvrés, s'il y a déjà de la maturité, si au bout de 2 jours, on se rend compte que toutes les preuves sont déjà uploadées. C'est l'assesseur qui décide de la durée ? Moi, dans mes prestations, je fixe avec le client 15 jours maximum, parce que je vais être noté après par TPN. Ça veut dire quoi, excuse-moi, d'être noté ? J'ai cru voir d'ailleurs un score de 90% minimum à maintenir. C'est le client qui te note ? C'est TPN qui te note ? Comment ça se passe ? C'est ça, c'est tout à fait ça. C'est le client qui te note et TPN qui te note derrière si jamais tu es bien rentré dans les conditions de SLA, par exemple, que tu as fait le travail et que tu as fourni le rapport à TPN dans les 15 jours ouvrés. Mais du coup, les évaluateurs ne sont jamais méchants s'il faut avoir plus de 90%. Méchant non, parce qu'en fait, comme je le dis, c'est pas dans le but d'obtenir une certification comme ISO 27001, c'est ni plus ni moins que le livre ouvert de l'entité. C'est comme on le disait tout à l'heure, c'était du déclaratif, pour avoir le Blue Shield qui est, comme l'a dit Valeriou, valable 1 an, mais après, pour obtenir le Gold Shield qui est valable 2 ans, il faut faire appel à un évaluateur.
Donc l'évaluateur, il vient, il constate, est-ce que ce qui a été déclaré, c'est vrai? Oui, non. Et est-ce qu'il y a un plan de remédiation parce que comme je le dis, si jamais c'est pas mis en place, si tu veux, c'est pas obligatoire de mettre en place des éléments. Mais il faut que l'entité justifie pourquoi il les a pas mis en place. Mais du coup, par exemple, dans les bonnes pratiques, il y a l'emballage, par exemple. Donc on peut dire, moi c'est non applicable parce que je reçois jamais de disque dur. Et puis il y a des règles sur, par exemple, il faut avoir différentes zones réseau avec des DMZ, un pare-feu, etc. J'en ai pas non plus. Je suis derrière une Livebox en France ou une Freebox ou une SFR Box pour citer au moins 3 concurrents. Et là, en tant qu'auditeur, tu vas dire sur l'emballage, je suis d'accord parce que vous recevez jamais de trucs, donc effectivement, mais peut-être qu'il faut que vous ayez une procédure le jour où. Mais par contre, sur le réseau, je suis pas d'accord. Et là, je vous mets un blâme, je vous mets une non-conformité majeure. Non, ça ne marche pas comme ça. Très très bonne question, parce que justement, c'est un élément qui mérite d'être éclairé. On reste sur de un peu comme ISO 27001, si tu veux, on reste sur ce qu'a décidé le client. Si lui, il a décidé qu'il n'avait pas ça, il le déclare, il faut juste qu'il le justifie. Mais là où, contrairement à un audit 27001 où tu vas avoir le rapport, il va pas être rendu public, là, le rapport, il est rendu public aux propriétaires de contenu. Donc, ils vont le voir, en fait. Et c'est ce qui va leur permettre de définir, de choisir s'ils te sélectionnent ou non. Si jamais tu leur, en tant que studio, tu dis, non, ça, je l'applique pas parce que, d'une part, j'en ai pas besoin, et puis j'en ai pas les moyens, et puis j'en ai pas envie, pas de problème, hein. Ça t'empêchera pas, si après TPN valide ton dossier pour l'obtention du Gold Shield, ça permettra aux propriétaires de contenu de dire, en fait, il a pas ça, peut-être que je le prends, peut-être que je le prends pas. C'est ça la différence. Tes vulnérabilités ou tes non-conformités, entre guillemets, là, elles sont exposées au grand public, en interne, par rapport au monde de l'audiovisuel américain. Je voulais juste ajouter que nous, quand on va faire la partie implémentation, il y a beaucoup de points qui sont pas applicables. Donc, on déclare tout de suite auprès de TPN, auprès d'auditeurs, que ces points-là ne sont pas applicables. Par exemple, si je n'utilise pas des disques durs, je ne transporte pas de disques durs, c'est pas applicable. J'ai pas le droit de vérifier le background, le passé de mes salariés, puisque nous sommes en France. C'est pas applicable. J'ai pas le droit d'interdire les téléphones sur un open space, parce que c'est pas applicable. Et il y a beaucoup de points qui passent plus facilement en France, en Espagne, en Allemagne que dans un pays anglo-saxon. Est-ce que si j'essaye la comparaison, en fait, c'est la déclaration d'applicabilité qui indique les mesures de sécurité qui sont mises en place, où elles sont mises en place, et éventuellement les mesures de sécurité qui ne sont pas mises en place, et c'est ce livre ouvert que on communique avec la vérification d'un tiers indépendant, donc on peut faire confiance dans ce livre ouvert. C'est ce livre ouvert de mesures de sécurité comme une déclaration d'applicabilité qui est communiqué aux parties prenantes pour qu'ils fassent leur choix de prestataire. Est-ce que c'est une comparaison qui a du sens ? C'est assez proche, effectivement. En fait, ça va être surtout, si tu veux, le principe de déclaration d'applicabilité comme on la connaît, ça va être le questionnaire, en fait, par site où le client est. Voilà. Il va faire sa déclaration, comme je le disais tout à l'heure, après avoir uploadé tout ce qui est ces certifications SOC 2 ou ISO 27001. Et là, ça va lui générer ce fameux questionnaire dont on parle. Et là-dessus, ça va être, en fait, il va peaufiner son domaine d'applicabilité. Comme le disait Valeriou, effectivement, s'il y a des éléments non applicables, il va les sélectionner directement. Je pense, par exemple, à la gestion des clés USB. Dans les best practices, il te demande d'avoir une gestion des clés USB, des supports amovibles. Si tu as décidé que tu n'utilises pas de support amovible, pas de clé USB, pas de disque dur externe, il faut le justifier, et d'un coup d'un seul, effectivement, ça devient, entre guillemets, non applicable. Donc, tu ne vas pas avoir besoin d'apporter, on va dire, des mesures à cela, puisque c'est pas dans ton périmètre, mais à la fin, ça va être publié, le fait que justement tu ne gères pas les supports amovibles parce que tu n'es pas concerné. Avant de passer la parole à Nicolas pour une question, juste un mot. Est-ce que le rapport doit être en anglais obligatoirement ? Non.
Il peut être sous plusieurs formats linguistiques. Il peut être en français, en anglais. C'est toujours mieux quand c'est en anglais, on va dire, pour TPN. Maintenant, c'est surtout entre l'évaluateur et TPN, s'il y a besoin de précision, voilà, ils savent revenir vers l'évaluateur pour dire ça on comprend pas, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu mieux, etc. Mais non, il n'y a pas d'obligation. Effectivement, c'est favorisé en anglais parce que c'est américain, donc voilà. Maintenant, il n'y a pas cette obligation. Hein. Moi, j'ai échangé avec des clients, on a fait l'évaluation tout en français et il n'y a eu aucun souci au niveau TPN. C'est peut-être le bon moment pour vous indiquer comment gagner une place gratuite pour la conférence et le CTF Auvergnac. Donc pour ça, il faut vous rendre sur la page LinkedIn de ZITF, l'association qui organise cet événement, ZITF, et leur envoyer un message en disant que vous venez de la part de No Limit Sécu. Voilà. Pour en revenir à l'épisode, moi j'ai plusieurs questions. D'abord, moi je connais plus PCI DSS. Dans PCI DSS, il y a plusieurs révisions. Il me semble qu'on a la 4.0.1 aujourd'hui. Est-ce que c'est le cas avec TPN? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu des incidents qui ont fait certaines consignes de sécurité ont été rajoutées? Et dans ce cas-là, comment se passe la transition? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des audits rétroactifs? Est-ce qu'on peut perdre sa certification avant les 2 ans, etc.? En soi, la partie à proprement parler d'assessment, hein, vraiment d'obtention du Gold Shield, c'est pour 2 ans. Voilà, c'est pour 2 ans. Attention, effectivement, comme on l'a dit, ce n'est pas du one shot. C'est quelque chose à renouveler au bout de 2 ans, parce que voilà, sinon les contrats sont caducs. Pour les plus espiègles d'entre nous, certains ont vu il y a quelques mois une fuite de produits de chez Disney, et effectivement, à partir de ce moment-là, il y a eu une petite réorganisation, on va dire, des best practices, et on en est aujourd'hui à la version, comme je le disais tout à l'heure, donc 5.3. Avec plus de précision concernant tout ce qui est l'utilisation de l'intelligence artificielle et le Zero Trust. En parallèle, si une entité, par exemple, l'année dernière a commencé sa démarche, je veux dire une bêtise, mais au mois d'avril, il a commencé au mois d'avril, la version 5.3 est sortie au mois de décembre. Donc il était toujours sous la version 5.2. D'un commun accord avec les équipes de TPN, ils peuvent être autorisés à garder en référence cette version 5.2. Alors du coup, j'ai une autre question, puisqu'à un moment, vous avez mentionné les téléphones portables, par exemple. Quel est le truc le plus crazy qu'on trouve dans cette norme? C'est-à-dire, est-ce que vous connaissez des studios qui bossent dans d'anciens bunkers, par exemple, pour éviter les émissions électromagnétiques ou ce genre de choses? Moi, ce que je peux dire, le truc le plus crazy, c'est justement ne pas avoir Internet sur les machines, être complètement coupé du monde et ne pas pouvoir aller sur Internet chercher une référence. Je ne vois pas d'autre chose qui est plus crazy comme ça que ça. En France, ça reste plutôt, et en Espagne, parce que j'interviens sur plusieurs pays, ça reste plutôt assez raisonnable, et le point noir, c'est vraiment Internet, être coupé du monde, ne pas avoir Internet, ne pas pouvoir faire des photos. Et l'autre point aussi qui peut être assez crazy, c'est avoir les vitres, les fenêtres opaques. Ça, c'est quelque chose qu'on ne le voit pas souvent, mais des fois, il peut y avoir des clients qui disent, même si vous êtes au 3e étage, vous devez mettre une opacité sur les fenêtres parce que quelqu'un peut venir avec un drone, filmer le contenu que vous avez sur les écrans. C'est le plus que j'ai vu depuis un bout de temps en tant que chose crazy. Il y a quand même un point quand tu fais une analyse de risque d'un studio de cinéma, Nicolas, ça va t'étonner, c'est que dans la construction du studio, certains studios sont pensés entièrement en suspendu. Pourquoi? À cause des travaux dans la rue, pour que les travaux n'aient pas d'impact sur la prise de son. Donc ça fait pas partie de nos appréciations du risque habituelles en cyber, et ça fait partie des choses un petit peu folles qu'on peut retrouver. Oui, parce que le fait de ne pas avoir Internet, excuse-moi, mais les boomers comme moi, ça ne m'impressionne pas. J'étais là quand les syndicats négociaient d'avoir l'ouverture sur le proxy des sites web entre midi et 2 pour qu'on puisse aller consulter le site de la redoute.fr en 2001, quoi. On a vécu sans Internet, les gens, vous vous en souvenez pas, mais c'est pas un acquis, enfin c'est un acquis social, Internet au bureau. Hein.
Pour ma part, cet aspect justement d'éléments crazy, je dirais que je les trouve crazy, mais dans le bon sens. Le côté pour moi vitrophanie sur les fenêtres, c'est oui, effectivement, c'est du contenu un peu sensible. On fait en sorte de pas l'exposer par les fenêtres, c'est logique. Mais c'est pareil, c'est parce que je viens d'un monde où la confidentialité est quand même importante. Mais pour le principe, non, le côté crazy dans le bon sens, c'est que par exemple pour tout ce qui est local serveur, hein, tout ce qui est bête, brassage, etc. Il y a des demandes d'hydrométrie et de détection de température entre telle température, telle valeur d'hydrométrie, telle valeur d'hydrométrie. Ça, je trouve ça intéressant. Et est-ce qu'il y a des événements qui ont fait des vagues énormes dans l'industrie, avec justement des répercussions, pour rejoindre un petit peu la question de Nicolas tout à l'heure? Enfin, moi je pense à 2014, Sony Pictures par exemple. Est-ce que ça a été, sans ouvrir la boîte de Pandore, est-ce que ça a été vraiment une vague, une déferlante d'un point de vue sécurité et les régulations qui ont dû être mises en place par la suite? Pour moi, je trouve qu'après chaque incident majeur qui apparaît, qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, il y a une amélioration et ça peut même déclencher une augmentation de la version de MPA par exemple. Le 5.3, comme disait Judicaël, ça a été déclenché par d'autres événements, par l'arrivée de... même si je reparle même pas de MPA, je parle de TPN en lui-même. Aujourd'hui, on est au TPN 2.0. Avant, on était TPN tout court. Là, on est passé à TPN 2.0, que lui, il a été déclenché par Covid. Parce qu'il y avait énormément de télétravail. Avant, c'était quasiment impossible de travailler en remote. Il fallait mettre une caméra pour voir qu'est-ce qui fait l'artiste à la maison, le créatif. Ils ont créé maintenant, avec cet événement TPN 2.0, ils ont implémenté le Blue Shield et Gold Shield qui n'était pas avant. Donc chaque événement majeur qui apparaît dans l'industrie déclenche quelque chose. On voit actuellement l'intelligence artificielle, elle était pas apparue pour rien, elle était apparue avec toutes les grèves qu'il y a eu, avec des différentes parties de l'industrie aux États-Unis. Donc chaque chose, en dépendance de sa grandeur, a un impact sur tout ce qu'ils vont subir les autres. L'IA comme un briseur de grève, on pourra faire un épisode là-dessus, mais pas dans un podcast de cybersécurité. Tu parlais de la grève des scénaristes qui a duré, je ne sais plus combien, 2 ou 3 ans. Ça, c'était incroyable. Tout à fait, mais aujourd'hui, dans l'industrie audiovisuelle, moi, je les côtoie au quotidien, peut-être un peu plus que Judicaël, parce que en plus de fournir le service d'implémenteur de TPN, nous, on accompagne les studios animation, effets spéciaux, audiovisuels de manière générale. On les accompagne au quotidien, que ce soit sur la partie IT, que ce soit sur la partie DevOps. On les accompagne sur plusieurs domaines. Et il y a une vague de panique actuellement. Qu'est-ce qui va se passer demain ? C'est sûr qu'avec l'intelligence artificielle qui fait entre autres les sous-titres, il y a une partie, sans parler des voix, etc., puisqu'il y a eu des affaires récentes, mais les sous-titres, le prix du sous-titre est rapidement tombé dans l'industrie, pareil pour le métier des traducteurs. Si je peux ajouter un point justement à ce niveau-là, c'est un domaine qui est vraiment en crise. L'audiovisuel est en crise depuis plusieurs années, du fait d'actes de piratage, etc., du fait de grève des scénaristes, de fait de plein de choses. Maintenant, c'est comme on en parlait tout à l'heure, de plus en plus comme pour ISO 27001, ça devient une condition sine qua non pour continuer de travailler. Ça devient une obligation contractuelle. Et pour de la visibilité d'un studio, s'il veut continuer d'œuvrer, il se lance dans cette démarche-là. Il n'a pas forcément, effectivement, comme on disait, les moyens de tout mettre en œuvre. Peut-être parce que d'une part, il n'est pas forcément concerné non plus, mais c'est surtout que il présente en fait son livre ouvert en matière de sécurité de l'information dans son périmètre TPN. Faut bien le préciser, c'est vraiment dans le périmètre TPN. C'est-à-dire que si à l'entrée du bâtiment qui est partagé avec plusieurs autres entreprises, il n'y a pas de contrôle d'accès par rapport à TPN, c'est à part. Voilà. Mais la finalité pour cette entité-là, c'est de pouvoir prouver, ou du moins ouvrir un livre en matière de sa sécurité de l'information, comment il traite les informations qui sont concernées TPN pour les propriétaires de contenu. Est-ce qu'on pourrait dire que pour une fois, la sécurité est un catalyseur ? Personnellement, je suis d'accord. C'est peut-être un catalyseur de l'échec, JP, attention.
L'implémentation d'un TPN dans un studio, je ne sais pas si on aura l'occasion de parler d'une manière générale comment ça se passe, parce que la première question qui me pose tous les gens que je croise, c'est comment ça se passe, avec quoi ça commence, comment ça se déroule, combien de temps ça prend, combien ça va nous coûter, comment ça va impacter de manière générale la vie de studio, parce qu'il y a un impact qui est énorme. Et donc moi je lis systématiquement l'implémentation, que ce soit un TPN ou un autre type de certificat. Il y a aussi un enjeu de changement. Et donc, avant de commencer à parler TPN, il faut déjà commencer à parler changement. Il faut trouver la bonne personne qui va appuyer et qui va vous accompagner en tant qu'implémenteur, en tant qu'expert externe, qui va vous accompagner sur tout au long de l'implémentation du TPN, parce qu'il y a un changement et le changement doit être accompagné, doit être préparé, doit être expliqué, il doit être savoir faire des marches arrière, parce que ça change énormément de choses. Dans un studio, travailler entre copains, la majorité des studios que vous voyez aujourd'hui, une bonne partie ont été créés par 2 copains qui savaient dessiner. Et puis, ils connaissaient un copain qui savait compter. Et quand on travaille entre copains, où tout va bien, je vais chercher vite fait l'élément qu'il me faut, et puis du coup, je vais faire le montage de son, je vais couper, il me faut un logiciel. Et quand je passe à quelque chose je peux pas brancher un autre clavier sur mon ordinateur parce qu'on m'a pas donné l'autorisation, croyez-moi, il y a un énorme impact en productivité. C'est ce qu'il faut commencer avec un discours pour l'implémentation, c'est que vous allez sacrifier de la productivité, de temps de travail, vous allez sacrifier beaucoup de choses en implémentant TPN. Oui, tu veux dire que la sécurité est un process qui doit s'ancrer dans les studios et que à travers ces process, il y a ce qui semble être de la liberté ou de la facilité d'usage, par exemple surfer n'importe où sur Internet, utiliser un logiciel craqué pour monter un truc, etc. Tout ça, c'est plus possible. On doit être dans les clous, on doit le prouver. Sans aller jusque-là, sans aller à utiliser des logiciels piratés, je vais aller beaucoup plus simple, par exemple, pour récupérer des contenus de chez le client, ou avoir des process exactement, comment je mets en place, comment je fais, je sais pas, comment j'installe un logiciel, à quoi ce logiciel il a accès, quels sont mes droits sur ma machine, au bout de combien de temps, quelle est la longueur de mon mot de passe, quelle fréquence je dois changer mon mot de passe, devant quelle machine je peux travailler. Donc, avant d'aller plus loin, en fait. Alors, un petit écart sur le mot de passe, parce que y a une petite subtilité, comme dans le PCI DSS, il est demandé de changer le mot de passe tous les 90 jours, en tout cas recommandé dans le TPN. L'ANSSI a enfin reconnu en 2022, ainsi que la CNIL, que c'était une aberration, et donc il demande maintenant d'avoir des nouveaux process. Il était temps, le NIST l'avait fait quelques années auparavant, donc là-dessus on peut voir qu'il y a un temps de retard du TPN et de PCI DSS. Qu'est-ce que vous dites à vos clients? Est-ce qu'il faut changer les mots de passe tous les 90 jours ou pas alors? Non, mais ça c'est logique. Tu prends ça avec les yeux français. Tu regardes ça avec les yeux français. TPN, c'est américain. Alors je regarde ça avec les yeux de la sécurité, c'est-à-dire que c'est idiot de changer un mot de passe tous les 90 jours. Ah bah après c'est à TPN d'adapter leur best practices peut-être. Alors là ce que je veux dire par là, c'est pour que cette évaluation, ce label, tu réponds à ce qui est défini comme best practices pour TPN. S'il y a quelque chose à laquelle tu fais dérogation, puisque c'est pas obligé que ça soit applicable, il faut que tu le justifies, c'est tout. Il n'y a pas de... bien sûr que potentiellement c'est une aberration, comme le dit l'ANSSI, que ça soit 90 jours pour le mot de passe. Maintenant, si au niveau des best practices TPN, c'est renseigner cet élément-là, eh ben, il faut l'appliquer. Et si jamais tu l'appliques pas, eh ben, tu peux justifier pourquoi tu l'appliques pas. Comme je te dis, une nouvelle fois, c'est à la fin, ton rapport, il sera public pour les propriétaires de contenu. Ni plus ni moins. C'est, en fait, ton système d'information, la sécu de ton système d'information, il va être transparent pour les propriétaires de contenu. Voilà ce que tu vends. Tu affiches le truc. C'est tout. Juste pour répondre à la question et compléter ce qu'a dit Judicaël, la question était qu'est-ce qu'on conseille aux clients? On conseille pas de changer le mot de passe tous les 90 jours. Parce que c'est prouvé qu'en changeant les mots de passe tous les 90 jours, le mot de passe, il va forcément être noté quelque part et il y aura une perte de sécurité, il y aura une perte de pourquoi ce changement a été mis en place. On donne plutôt des conseils de mettre un mot de passe plus long, plus complexe et le garder un peu plus que 90 jours. Et on a eu déjà des audits TPN et on a expliqué exactement ça et ils ont dit que même si c'est pas noté noir sur blanc, c'est une bonne approche.
C'est vrai que Valeriu a cette chance-là, il peut donner des conseils, choses que moi je ne peux pas faire pendant l'évaluation. Eh bien, Valeriu Judicael, c'était vraiment une interview très intéressante. On est ravis de vous avoir. Pour conclure, est-ce que chacun, vous auriez un mot de la fin, une anecdote, une recommandation qu'est-ce que vous pouvez nous partager ? Ce que je peux dire, c'est que TPN est quelque chose qui est très lourd à mettre en place, qui est très coûteux, mais ça apporte une pérennité, une sécurité, une maturité de studio lui-même. Il ne faut pas le voir comme un process lourd pour bosser avec les Américains, il faut le voir comme devenir mature, mettre en place des processus et avoir une base solide pour le travail au quotidien. Ouais, je suis assez d'accord avec Valeriu. C'est vrai que cet élément-là, en fait, TPN, en tout cas pour la partie multimédia audiovisuel, c'est peut-être quelque chose qui n'avait pas été pensé avant et qui, donc, pour le coup, est intéressant pour des profils d'entreprises qui n'ont pas forcément cette culture de la sécurité comme on peut l'avoir, justement, on parlait tout à l'heure des banques ou d'autres entités. Et en fait, ce que je vois, l'avantage du TPN pour ces entités-là, c'est un peu comme pour 27001, c'est très très rapidement, en fait, il y a une amélioration, du moins un impact dans l'amélioration continue des processus, même des processus métiers. Voilà, et je dirais encore plus au niveau de TPN que par rapport à 27001, parce que c'est vraiment l'essence, en fait. Ce label a été fait vraiment spécifiquement sur du multimédia. Quelqu'un qui vient évaluer, moi j'ai eu cette chance-là, on va dire, si je suis qualifié en tant qu'assessor, c'est parce que j'ai eu une expérience aussi dans le domaine de l'audiovisuel. Donc l'évaluateur vient pour faire effectivement le distinguo entre les best practices et puis ce qui est réellement mis, mais il y a pas cet aspect de non-conformité. Voilà, ça reste quand même dans la bienveillance, dans un domaine, dans un sujet qui est connu, on va dire, de toutes les parties prenantes, et derrière ça apporte effectivement, comme je le disais tout à l'heure, un label qui permet de continuer l'activité, qui permet de pouvoir contracter de nouveau avec des propriétaires de contenu et donc assurer la continuité de leur activité. Voilà. Valeriu Judicael, on vous remercie. Chères auditrices, chers auditeurs, on vous dit à la semaine prochaine. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir.